Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI Express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Ce soir, nous sommes parents de jumeaux. Comme on dirait en Mina, Venavito et Venavino. Nous avons un 2 en 1. C'est le moment de passer à la deuxième partie. Les candidats sont dans les coulisses. Ils sont prêts à pouvoir rendre ce qu'ils ont préparé depuis tout ce temps et surtout pour arriver à vous séduire. La scène et le micro sont à eux. Chers candidats, que les mots fusent. Le tout premier à passer. Abalo Hubert. Pour sa plaidoirie sur scène. C'est maintenant. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, et si le père autoritaire devenait plus doux? Et si enfin, la mère tétanisée par l'esprit colérique de son mari pouvait désormais parler librement et sans complexe? Et si vous, jeunes, pouvez désormais contribuer à la gestion de vos maisons puisque vous y vivez? À combien plus forte raison les dirigeants ne le feront pas avec leurs concitoyens? En réalité, la cité, notre pays, n'est que le reflet de nos familles. Et les systèmes politiques, le prolongement de nos systèmes familiaux. Et la vérité est que nous sommes plus que jamais unis par les mêmes souffrances et portés par les mêmes espérances. Alors ce soir, permettez-moi, plus qu'un simple discours, de vous parler. Mes chers compatriotes, nous avons en partage la terre qui nous porte et nous nourrit, nos langues et nos traditions qui nous sont chères, ainsi que nos solidarités humaines. Ce sont nos richesses, héritées depuis belle lurette et que nous sommes censés léguer aux générations à venir. Mais à ce jour, que reste-t-il? Que reste-t-il de nos biens communs lorsque la pauvreté les ronge, lorsque l'individualisme les détruit et que l'injustice les déchire? Et cet avenir que nous convoitons tant, quand restera-t-il si nous ne faisons rien maintenant? Bien des années après la cession à la souveraineté internationale, entre une minorité à part entière et une majorité entièrement à part, l'appel se fait aujourd'hui plus grand qu'hier et le devoir plus sacré. Ensemble, bâtir le commun, notre avenir. Oui, bâtir le commun à tout prix, bâtir le commun malgré toutes les terreurs, bâtir le commun, quelque longue et dure que soit la route qui y mène. Comment? En brisant les barrières qui nous séparent, en plaçant l'intérêt général au-dessus de toute considération, dans un processus d'unité nationale, de réconciliation et de pardon. Mesdames et messieurs, lorsque vous ressentez la douleur d'un proche qui enchaîne des semaines dans une chambre d'hôpital sans satisfaction, pendant que dans le couloir, une mère agonise la mort de son garçon de 10 ans, Alexandre, par manque d'oxygène, et qu'une autre, dans la salle d'accouchement, accouche à même le sol parce qu'on n'a plus de lit, vous vous rendez à l'évidence qu'un mauvais système de santé est la première maladie de tout peuple debout. Et pour un mandat sain pour tous, nous reverrons l'état de nos hôpitaux, des équipements médicaux, avec un personnel soignant, qualifié, suffisant et rémunéré à sa juste valeur. Mesdames et messieurs, nous instaurons la prise en charge gratuite des premiers soins, afin que chaque concitoyen
en se rendant à l'hôpital est la ferme assurance qu'il pourra se faire soigner dignement. Chers tous, il est temps que de la revendeuse d'Aïmolou à celle de baigneur passant par le mécanicien du quartier, toutes ces personnes qui travaillent durement mais qui n'ont aucun statut officiel soient reconnues par le système. Oui, l'informel sera au cœur de nos préoccupations. Parce que, permettez-moi de vous le dire, 92,8% de la main-d'œuvre de notre pays provient de ce secteur, selon l'OIT. Et il est temps d'améliorer les conditions de travail de ces personnes et de faire de chaque débrouille un emploi stable. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je suis conscient que le défi qui nous attend est de taille. Mais je reste confiant parce que je crois au pouvoir du commun bien bâti. Oui, je crois en la force de l'unité, au vivre ensemble. Et je crois en notre capacité collective à hisser haut le mur de la réconciliation, de la paix et de la transformation sociale tant recherchée. Alors, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit a été longue, mais le jour est là. Et par votre volonté, ce soir, nous ouvrirons une nouvelle page de l'histoire de notre nation. Vive la République et que Dieu bénisse la terre de nos aïeux. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Nous écoutons à présent la deuxième candidate, Anani Orita. Très chères concitoyennes, très chers concitoyens, souvenons-nous d'hier. Enfants, avec nos frères, nous construisions des cabanes. Musulmans, animistes, chrétiens, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, cela n'avait aucune importance. Nos cœurs d'enfants ignoraient les barrières. Le vivre ensemble n'était pas un slogan, c'était naturel. Sans le savoir, nous bâtissions déjà le commun. Créer, partager, coopérer et embellir tout ce qui nous entourait. Il y avait parfois des inégalités et des disputes, mais jamais à cause de nos différences. Aujourd'hui, ces enfants que nous étions hier ont grandi. Les épreuves ont parfois endurci nos cœurs. Les inégalités et la pauvreté ont créé des fossés. Notre unité, jadis une force, s'effrite peu à peu. Chers amis, nous sommes à la croisée des chemins. Il est temps de redevenir ces bâtisseurs, des bâtisseurs du commun. Bâtir le commun, c'est façonner avec soin et patience ce qui nous relie, nous élève et portera demain nos enfants. Pour mon mandat, ma mission pour notre nation s'articulera autour de 3 axes majeurs: un avenir solidaire, durable et prospère. Axe 1. Développement durable de nos ressources. Nous réduirons l'écart entre ville et campagne pour un développement harmonieux. Nous investirons dans une agriculture moderne et collective avec des prêts adaptés, équipements accessibles et la transformation de nos déchets organiques en énergie et en engrais grâce aux biodigesteurs. Dans 2 ans, chaque région aura au moins un projet pilote en énergie renouvelable, créant des emplois locaux et réduisant notre dépendance extérieure. Mais que vaudra la gestion de nos ressources s'il n'y a ni bonne gouvernance ni inclusion? Justement, l'axe 2 répond à cette interrogation. Axe 2, promotion de l'inclusion et d'une gouvernance transparente. Fini les décisions imposées en haut. Il ne s'agira plus de construire un forage dans une zone déjà riche en eau, mais d'anticiper les besoins réels. L'eau, l'énergie, la nourriture et les services essentiels doivent être accessibles à tous.
Chaque jeune, chaque femme, chaque citoyen et citoyenne auront leur place à la table des décisions. Grâce au budget participatif, aux formations, notamment au leadership et au contrôle citoyen des finances publiques, nous redeviendrons chacun acteur du destin national. Chers concitoyens, que valent nos politiques d'inclusion et de bonne gouvernance si notre identité culturelle est mise de côté? Axe 3, renforcement de notre identité culturelle et de la cohésion sociale. Nos jeunes, nos enfants doivent connaître nos langues, nos histoires et nos traditions pour en être fiers. Imaginez un festival où un enfant du Nord découvre les danses du Sud, où une jeune fille du littoral chante les légendes des montagnes. Nous organiserons un grand festival national annuel et des rencontres régionales pour revaloriser nos savoir-faire locaux. Nos fêtes traditionnelles, soutenues par l'État, gagneront en visibilité et en impact. Ensemble, chers concitoyens, unissons nos mains, nos vies et nos forces pour bâtir le commun, notre avenir. Ce soir, je ne vous demande pas juste vos voix. Je demande votre courage, votre engagement. Je veux marcher à vos côtés vers ce qui nous unit et le bâtir. Votez Toto Oreta Anani et comme les 5 doigts de la main, unis et complémentaires, ouvrons ensemble les portes du lendemain. Et souvenons-nous, comme ces enfants d'hier, bâtissons sans barrière et avec joie. Faisons renaître cet esprit d'entraide pour construire une nation où chaque main compte, chaque rêve peut devenir réalité et chaque voix est entendue. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, rendez-vous aux urnes. Bonsoir. Prochain candidat, Mathias Aticho. Écartons tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale. Écartons-le tout comme l'impérialisme, les règlements de compte, la haine et l'anarchie ne font que freiner la révolution. Cet hymne, nous la chantions, nous la dansions même jadis. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de son application? Chers compatriotes, je suis désolé de vous annoncer la nouvelle. Le tableau est sombre. Nous sommes toujours divisés. Des pauvres qui en veulent aux riches. La majorité qui en veut à la minorité. Il faudrait encore se demander qui est la majorité et qui est la minorité. Mais là n'est pas le problème de ce soir. Le problème est que lorsque nous sommes en train de nous tirailler et de nous entre-déchirer sur ces questions d'ethnie et d'appartenance politique, notre patrie est à l'agonie. Oui, la nation est à l'agonie sous le coup du chômage, sous le coup du sous-développement, sous le coup de la mauvaise gestion financière. Mesdames et messieurs, il faut que nous le comprenions. Comme l'adage le dit, diviser pour mieux régner. Si nous ne mettons pas nos forces ensemble, nous ne pouvons pas y arriver. Tous ces débats sans fin, il faut qu'on s'en défasse enfin, de ressusciter le pacte national afin de réapprendre à mettre au-dessus de tout l'intérêt commun. Si seul on va vite, ensemble on va loin. Si seul on va vite, ensemble. Si seul on va vite, ensemble. Si nous avons compris cela, nous avons déjà résolu 50% du pari. Mais il nous reste encore une chose. Un leader digne de ce nom, avec une vision claire qui peut nous amener jusqu'à atteindre la destination. Et c'est ce que je vous présente ce soir. Moi, Mathias Comlan Aticho, le leader qu'il vous faut, celui qui, comme Moïse, vous amènera jusqu'à la terre promise, même s'il nous faut passer par la mer Rouge, celle de nos divisions. Mesdames et messieurs, ce soir, l'heure est arrivée pour que nous serrons la main pour aller ensemble. Ma feuille de route, elle est longue, mais ce soir, je vais m'attarder à vous montrer 4 grands axes. Autrefois, pour voir le président de la République, il faut attendre le jour de l'indépendance pour le voir une seule fois dans l'année. Mais avec moi, ce sera chaque trimestre. Je me présenterai sur les médias sociaux, que ce soit national ou privé, pour rendre compte à la population de comment je gère la nation qu'elle m'aura conférée. Et vous, cher peuple, vous aurez l'opportunité de poser des questions directement à moi, votre dirigeant. Car c'est ensemble que nous pouvons bâtir notre commun. Quant à vos projets,
que vous avez écrits et qui dorment encore sur les papiers rames à la maison, la solution est là. Nous allons ensemble développer le projet FinPart, la finance participative, où chaque jeune, d'où qu'il vienne et qui qu'il soit, aura la chance de voir ses projets financés par l'État ou soit par les partenaires financiers de l'État dans chaque commune. C'est ensemble que nous allons y arriver. Quant à notre système de santé, nous allons là repenser. Nous allons penser l'assurance maladie nationale, celle qui permettra à tous les citoyens d'avoir accès aux soins de base. Aucun de nos concitoyens ne mourront encore à cause des maladies banales. Comment pourrais-je vous quitter sans vous parler de l'éducation? Sur le plan de l'éducation, nous allons donner la chance à tous les apprenants d'apprendre au même niveau et surtout leur donner un système éducatif adapté au siècle présent. Chers concitoyens, hier encore, il y avait d'un côté les plus riches et de l'autre côté les plus misérables. Hier encore, il y avait d'un côté les jeunes qui se sentent écartés, qui n'ont rien, et de l'autre côté, des jeunes qui ont tout. Hier encore, il y avait des gens qui ne peuvent pas se permettre de se soigner à cause du manque d'argent. Et de l'autre côté, d'autres qui ont l'hôpital dans leur maison. Mais demain, avec moi, la liberté d'expression sera un droit acquis. Demain, avec moi, notre santé, notre éducation sera de qualité. Demain, avec moi, la santé ne sera plus un privilège. Demain, avec moi, le financement de vos projets sera une opportunité offerte à tous les jeunes. C'est ensemble que nous allons y arriver. Unissons-nous pour combattre ces divisions. Oh, chers concitoyens, lorsque vous allez vous rendre dans les urnes, n'oubliez pas ceci. C'est ensemble que nous allons bâtir notre commun pour un avenir meilleur avec Mathias Aticho. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Nous poursuivons à présent avec Bédou Elvis. Mes chers compatriotes, le chapelet des 1000 malheurs qui nous frappent est interminable. Le tableau, déplorable. Le constat, effroyable. Le système mis sur la sellette est obsolète. Innovation, étouffée. Courage, étranglé. Droit de rêver, confisqué. C'est un échec parce qu'il nous a placés dans un archipel de survie individuelle où les infrastructures, la santé, l'éducation sont un privilège. Le structurel est devenu pour une classe un avantage matériel. Durant des décennies, vous avez vu les nuages crissonnants s'amonceler dans le ciel. Nous vivons des temps chargés et accablés. Le sordide et le désespéré s'entremêlent. Le carnage n'est pourtant pas un mirage. Je viens en ces lieux vous annoncer la renaissance d'un nouvel État, scellé dans un nouveau contrat social, ambitieux, ferme et inclusif. Notre avenir commun sera structuré en 3 piliers. Le premier sera la redynamisation du système économique. Il s'agira d'abord de former, outiller, accompagner les producteurs, entreprises et entrepreneurs à la production des produits qualitatifs accessibles à tous. Ensuite, encourager les ménages à la consommation des produits du terroir. Enfin, créer une agence de veille et de suivi pour stimuler notre productivité. En 2023, l'Afrique a importé pour près de 700 milliards de dollars, creusant un déficit commercial colossal. Chaque dollar qui sort, c'est une usine en moins, c'est une école en moins, c'est un hôpital en moins. Ce qui est pour les uns un beau roman est pour leurs partenaires un mariage sans amour. Je refuse que cette hémorragie continue. Désormais, ça sera moins d'importation, plus de production et plus d'exportation. L'esquisse de notre nouvel État ne passera pas sans la mise en place d'un système intransigeant contre la corruption. Ma feuille de route contre ce fléau tient en 3 lettres. PPR. Prévenir, punir, restituer.
Prévenir par la transparence et l'intégrité. Punir, oui, chaque acte de corruption, sans exception ni protection. Restituer les biens publics pour les réinvestir dans notre avenir commun. L'économie est un vase. Si nous laissons la corruption le fissurer, aucune richesse ne pourra y demeurer. Chaque fonds préservé, chaque acte de corruption sanctionné nous fait gagner en ressources que nous pouvons réinjecter dans le pilier 3, la réhabilitation du social. À cet effet, pour l'éducation, je m'engage à bâtir un système où les diplômés formés sont capables de créer de la valeur et de la prospérité. Pour la santé, je m'engage à bâtir une patrie où la santé pour tous cesse d'être un privilège et devient un droit inviolable. Pour les femmes, je m'engage à mettre en place un programme d'excellence féminine pour libérer leur potentiel et renforcer leur rôle sur toute l'étendue du territoire. Mes chers concitoyens, pour notre patrie, pour notre mère, nous voici à l'orée d'une nouvelle ère. Une ère où la méritocratie triomphera du cynisme et du favoritisme. En cet épisode final, en cet épilogue ce soir, j'évoque avec intégrité la mémoire du capitaine Thomas Sankara qui disait « On ne peut effectuer des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Pour ce faire, il faut être non conformiste, avoir le courage de tourner le dos aux anciennes formules et celui de réinventer l'avenir. Car c'est parce qu'il y a eu des fous dans le passé qu'aujourd'hui, nous pouvons agir avec une certaine clairvoyance. J'aimerais être l'un de vous. Mes boussoles seront le devoir, l'honneur, la patrie. Ces trois mots sacrés dictent avec révérence ce que je veux être, ce que je peux être, ce que je vais être. Ils seront mon point de ralliement pour trouver le courage lorsque celui-ci semblera me faire défaut, pour créer de l'espoir lorsqu'il semblera y avoir que peu de raisons d'y croire, pour créer l'espoir lorsque celui-ci semblera perdu. Notre voie de salut sera le rassemblement. Mes chers concitoyens, soldat Elvis Randolph Bédou, je me présente au rapport pour vous servir. Bonsoir. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Prochain candidat, Kokou Elikim Dabla. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce soir, mon cœur est meurtri face aux tristes réalités de notre population. Loin d'une posture politicienne, je prends la parole non pour vous séduire, mais en tant que fils de cette nation mue par le désir profond de nous voir prospérer. Je suis indigné de voir des écoles faites encore de bois et de paille. Je suis indigné de voir nos universités manquer de laboratoires et d'équipements de recherche sophistiqués. Je suis indigné de voir les émigrants être l'emploi le plus accessible pour nos jeunes. Je suis indigné de voir le SMIC aussi bas. Certains d'ailleurs ne l'atteignent pas. Le constat est réel. La jeunesse est livrée à elle-même, sans soutien, sans emploi, sans opportunité. Afrobaromètre, dans son rapport de juin 2025, le témoigne à suffisance. Voyez-vous, les aînés disent souvent que les jeunes manquent de sérieux. Mais si tel est le cas, n'est-ce pas parce que la transmission a fait défaut? Je crois qu'il revient aux anciens, selon les normes d'une société prospère, de préparer et d'outiller la relève. Notre nation a énormément de défis à relever, j'en suis conscient. Mais il n'en demeure pas moins que la jeunesse est le socle, le moteur de tout développement. Nous jeunes avons de l'énergie, de l'ambition, du dynamisme, de la créativité à offrir, mais à force de nous sous-estimer, la société finit par éteindre notre flamme. En vérité, on ne peut bâtir une tour forte sans au préalable poser les fondations. De même, on ne peut construire une grande nation sans toutefois prendre en compte cette ressource phare qu'est la jeunesse. Au sein de cette jeunesse, une question s'est levée. Qui portera nos voix et nos espoirs? Qui pourra valablement nous représenter? Alors, sans hésiter, je me suis porté volontaire. Ce soir, je ne viens pas à mon nom propre. Je porte la voix de toute une génération désireuse d'apporter sa pierre à l'édifice. Et cette voix se traduit par notre projet national qui s'appuie sur 3 points majeurs. D'abord, l'éducation. Car comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'âme la plus puissante pour changer le monde.
Nous procéderons à une transformation totale du système éducatif pour qu'il cesse de fabriquer des diplômés sans avenir, mais qu'il devienne une fabrique des créateurs de valeur. Il s'agira d'investir massivement dans la formation technique, le numérique, l'agriculture moderne, l'artisanat et les métiers du futur. Ensuite, le mentorat. Parce que chaque jeune a besoin d'un guide, nous mettons en place un programme national de mentorat, reliant les jeunes aux entrepreneurs, aux ingénieurs, artistes et leaders de ce pays. Des rencontres, des stages, des opportunités concrètes pour transmettre l'expérience et ouvrir des portes réelles. Enfin, la participation. Notre nation de demain ne se décidera plus sans ces jeunes. Je me chargerai personnellement de créer un Conseil national de la jeunesse rattaché à la présidence qui participera activement à l'élaboration des politiques publiques et au-delà, la création de nouvelles opportunités. Nous élargirons le champ des possibles pour notre jeunesse. Cela implique de soutenir l'entrepreneuriat avec des fonds de démarrage adaptés et des exonérations fiscales sur 2 ans. Investir dans des industries créatives, valoriser les secteurs porteurs et attirer des investissements capables de générer des milliers d'emplois. Et le SMIC sera aussi porté à 100 000 francs. Et nul, je répète bien, et nul ne sera payé en deçà. Chers concitoyens, je vous propose la transformation, la construction et la consolidation de notre héritage commun. Contrairement à Martin Luther King, je n'ai pas un rêve. J'ai plutôt une conviction, celle de bâtir avec vous une nation où jeunesse, culture, innovation, justice et sécurité sont les piliers fondamentaux. Une nation où il fait beau vivre, où chacun trouve sa place et son utilité. Chers compatriotes, notre avenir se décide dès maintenant en un simple acte, celui de me donner votre confiance et faire de moi l'architecte de nos espoirs. Pour notre nation, je m'engage. Pour notre jeunesse, je m'engage. Pour l'avenir, comment je m'engage? Charbon public, merci de rester engagé aussi. Nous poursuivons avec le prochain ou la prochaine candidate. Il s'agit de Kao Pasi. Peuple rassemblé, réunis en une nuit, passant outre leur diversité, nos ancêtres décidèrent de proclamer la République, un État légitime et souverain. Un seul désir les animait, le désir de bâtir, pierre sur pierre, un monde qui nous ressemble et nous rassemble. Malheureusement, un siècle après, nous assistons impuissants à la mort de la République. En me tenant devant vous, je viens vous dire qu'il est temps de rompre avec cet ordre établi qui nous entraîne vers le déclin. Nous devons œuvrer à la création d'un espace partagé, une communauté solidaire, inclusive et pacifique. Nous devons bâtir une ère où la politique se confond avec le patriotisme. Et ce soir, je fais ma part. Je suis Vasti. Je porte le nom d'une reine. Mes parents nourrissaient l'espoir qu'un jour, telle une reine, je guiderai ma patrie vers un tournant nouveau. Mon père m'a mis sur la voie. Ma mère m'a transmis l'ambition d'être utile. Et pour les années à venir, voici les 2 valeurs qui guideront mes actions. Nous savons que nos efforts individuels ne prennent sens que dans le projet collectif. Je dis une société solidaire, toujours plus solidaire. Elle se fera par une politique d'ouverture, de partage et d'information qui servira à la construction d'institutions fortes, qui favorisent le brassage culturel, le vivre ensemble et le partage équitable des biens. Le 23 septembre, Journée internationale de la langue des signes, a été placée sous le thème « Pas de droits humains sans droits en langue de signes ». Aujourd'hui, le 27, est célébrée la Journée mondiale des sourds. Je déplore le fait qu'il n'y ait pas sur ce podium un traducteur pour sourds, car une société solidaire valorise toute personne handicapée. Ces personnes veulent être reconnues, s'intégrer et vivre comme les autres. Mais ils n'ont pas les mêmes chances que nous d'accéder à l'éducation, à l'emploi et aux loisirs. Nous devons y remédier. Je vais promouvoir l'usage de la langue des signes, former des interprètes. Leur accès à l'égalité deviendra une réalité. Une société solidaire renforce sa justice sociale et économique.
Elle ressemble à Saint Vincent Paul, dont aujourd'hui est l'anniversaire de décès et qui, jusque dans ses derniers retranchements, combattit la misère morale et matérielle. Présider la République, c'est se dévouer à l'intérêt général, c'est préserver l'État et son intégrité. C'est l'obligation de léguer aux générations futures un pays stable. Je dis une société solidaire, je dis une société plus responsable. Nous devons penser à la relève. Enfants aujourd'hui, ils sont les bâtisseurs, les décideurs et les initiateurs de demain. Je mettrai en place un système d'enseignement qui assume le meilleur de nos valeurs traditionnelles, assure les conditions intellectuelles inhérentes à notre progrès économique et social, tout en s'adaptant aux besoins de la patrie. J'ai décidé de créer des comités de liaison entre le service public et la jeunesse. Désormais, la place des jeunes se trouvera dans les instances décisionnelles pour discuter de l'avenir avec dynamisme et ambition. Nous sommes au Grand Rex. Rex signifie roi. Sachez que le peuple est grand roi. Rex, c'est aussi un retour d'expérience. Ma politique est fruit de l'analyse méticuleuse de celle de mes prédécesseurs. Tout citoyen se doit d'ajouter à ce qui a été laissé incomplet. Je veux bâtir un monde qui établit des règles collectives basées sur la justice, la dignité et le respect. Je veux bâtir un monde qui reconnaît l'autre comme co-acteur de la société, peu importe son origine. Je veux bâtir un monde qui répare les fractures sociales, combat les exclusions et préserve l'héritage commun. Je suis prête à vous servir. Vous êtes prêts à décider. Nous sommes prêts à bâtir ensemble notre avenir commun. Il n'appartient qu'à vous ce soir de me porter au pinacle. Mais l'histoire retiendra que chacun a fait sa part pour bâtir le commun. Que Dieu bénisse la terre de nos ancêtres. Nous invitons à présent Kokou Junior Maounou. Laissez-moi vous poser 2 questions. Selon vous, qui doit bâtir le commun? Qui doit créer le désir de vivre ensemble pour construire de manière admirable et bénéfique pour tous ce pays, le politique ou les citoyens? Beaucoup diront que cette responsabilité incombe aux citoyens, mais non. C'est aux politiques de le bâtir, ou du moins de créer le cadre favorisant le bâtir le commun, notre avenir. Il ne s'agit ni d'une question de morale et encore moins d'un slogan politique. C'est une démarche organisée qui exploite les vrais leviers pour transformer la société au profit de la fierté de nos citoyens. Aujourd'hui, plus personne ne veut rester dans ce pays. Toute notre jeunesse rêve de partir car elle a perdu foi en sa patrie. Et si je ne m'abuse, demandez à un jeune et il vous répondra « Ao » et « Blekeken » qui signifie dans notre langue locale « c'est totalement gâté ». Pour moi, bâtir le commun passe par le choix d'une bonne gouvernance, soutenue par 2 piliers fondamentaux. La gestion transparente des ressources publiques et la lutte contre la corruption. Car comme le dirait Kofi Annan, une bonne gouvernance est la clé du développement. Primo, chers compatriotes, il est un point que les nations qui avancent n'hésitent jamais à bâtir, celui de la transparence dans la gestion des ressources publiques, car sans elle, point de confiance. Sans confiance, point de progrès durable. Et sans progrès durable, point de développement. Regardons le Rwanda. En 20 ans, ce pays, naguère meurtri par l'histoire, a opéré une transformation admirable grâce à une gestion rigoureuse et transparente. Le Rwanda, par exemple, mit fin à certains privilèges qui dénaturent la fonction publique, lui faisant épargner des milliards de dollars. Selon Transparency International, ce pays figure aujourd'hui dans le top 5 des pays africains les moins corrompus, avec un score de 57 sur 100 en 2025, selon un rapport publié par la Nouvelle Tribune le 14 février 2025. Ne vous déplaise, c'était la Saint-Valentin. Résultat, les investissements ont doublé. La couverture santé est à plus de 90% et l'accès aux services publics s'est considérablement amélioré. Ce n'est pas de la magie, mais de la volonté politique et de la responsabilité. Nous n'avons pas à inventer des modèles, mes chers concitoyens. Ils sont là, sur notre continent, et ce qu'il nous faut, c'est une vision de qualité guidée par l'état-major de mon parti politique. Deuxièmement,
Il est un mal insidieux qui ronge les fondements de nos institutions, crée une oligarchie douteuse, sape la confiance du peuple et freine notre développement, la corruption. Elle détourne les ressources destinées à l'éducation de nos enfants, à la santé de nos familles, aux recherches scientifiques d'avant-garde et à la construction de notre avenir. Pour l'éradiquer, 3 actions suffiront. D'abord, la création de comités indépendants anticorruption. Ensuite, la digitalisation des processus administratifs pour réduire les contacts directs et les opportunités de détournement. Et enfin, des décrets présidentiels, encourageant les citoyens à dénoncer les actes de corruption, renforçant ainsi leur participation dans la lutte contre ce fléau. Au Burkina Faso, ces initiatives portent déjà leurs fruits avec une mobilisation des ressources propres atteignant 2314,77 milliards de francs CFA selon un rapport publié par Libre Info le 17 octobre 2024. Mes chers compatriotes, si ensemble nous instaurons une gestion rigoureuse de nos ressources et déracinons la corruption de nos institutions, voici ce que nous pouvons raisonnablement espérer dans les 5 à 10 prochaines années. Sur le plan économique, chaque point de réduction de la corruption donnerait une croissance additionnelle de 1 à 2% du PIB par an. Avec une meilleure gestion budgétaire, nous réduirons de 30% notre endettement extérieur d'ici 2030. Sur le plan social, des luttes efficaces contre les détournements des deniers publics réorienteraient jusqu'à 40% les dépenses publiques mal allouées vers la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes. Cela favoriserait la construction d'écoles, de centres de santé et la création de milliers d'emplois dans les zones rurales comme urbaines. Et sur le plan politique, enfin, en renforçant la transparence, nous réduirons les tensions sociales et augmenterons l'attractivité de notre pays pour les investissements étrangers. D'ici 2030, nous pouvons devenir un modèle régional de démocratie responsable et respecté pour sa bonne gouvernance et son honnêteté. Qui voudra alors quitter le pays? Qui ne sera pas fier de l'identité nationale? Qui voudra subir injustement les affres du racisme hors de chez lui? Mesdames et messieurs, nous n'avons qu'un seul vrai choix pour faire naître la nation que nous méritons. Alors votez Mao nous Junior et vive la République, vive la bonne gouvernance et vive le vrai bâtir le commun notre avenir. Je vous remercie. Nous poursuivons avec la dernière personne pour cette toute première épreuve des JVF édition 10. Cette fois-ci, ce sera Togbevi Angelica. Mes chers compatriotes, notre nation, je la vois comme une œuvre d'art. C'est une mosaïque et chacun d'entre nous, vous et moi, en est un fragment. Mais une mosaïque, sans cadre, s'effrite. Sans ciment, elle se brise et sans support, elle se brise également. Sans cette aisselle, elle n'existe tout simplement pas. C'est pour cela que ma vision est claire. Bâtir le commun, c'est donner un cadre solide, un ciment qui nous unit et un support qui nous élève. Et ensemble, nous le pouvons au travers de 3 piliers. L'éducation, la lutte contre la corruption et enfin l'environnement. Les pièces de notre mosaïque, c'est nous les citoyens. Chaque femme, chaque homme, chaque jeune de notre pays est une pièce unique, porteuse de talent. Et oui, je crois que chacun d'entre nous a quelque chose pour lequel il est doué. Et j'aimerais mettre ces particularités au service de notre nation en réformant notre système éducatif. Nous introduirons des filières d'avenir, telles que l'intelligence artificielle, l'économie durable, la biotechnologie, car ce sont ces domaines qui créeront les métiers de demain. Nous renforcerons également les écoles techniques et professionnelles pour que nos diplômés ne soient pas que des diplômés, mais des inventeurs, des créateurs, des bâtisseurs. Qu'en est-il de notre deuxième chantier? La corruption est l'un des plus gros vices de nos nations. Je ne prétends pas avoir la baguette magique, mais je propose des mesures concrètes. Premièrement, une plateforme numérique de transparence budgétaire sera créée pour que chaque citoyen, je dis bien chaque citoyen, puisse voir comment l'argent du pays est utilisé. Deuxièmement, tous les appels d'offres de l'État seront publiés en ligne avec les critères d'attribution et les entreprises retenues pour que notre société civile puisse analyser et surtout dénoncer toute irrégularité. Et ce ne sont pas des promesses en l'air, non, ce sont des garde-fous.
car lorsque les finances du peuple est au grand jour, la confiance renaît et avec elle, la légitimité de l'État. Enfin, j'entends la voix du sage dire: une génération s'en va et une autre vient. Mais la terre demeure pour toujours. Et oui, notre terre, notre support est incontestablement notre bien commun le plus précieux. C'est pour cela que j'en ai marre de voir des sachets voler sur nos routes, marre de marcher sur des déchets, marre de respirer un air pollué. Je m'engage à supprimer progressivement les sachets plastiques à usage unique pour les transformer, les remplacer par des alternatives biodégradables fabriquées chez nous. Je m'engage à investir dans une industrie nationale de recyclage, créant ainsi des emplois verts. Et enfin, je m'engage à financer et soutenir les initiatives écologiques de notre jeunesse. La protection de l'environnement n'est pas un luxe. C'est la condition même de notre survie et de notre prospérité. Et ensemble, oui, nous le pouvons. Mes chers compatriotes, le commun, c'est à chacun d'entre nous de le bâtir, à son échelle, aussi petite soit-elle. Et ce soir, en tenant ces engagements devant vous, je ne fais que poser ma pièce sur notre mosaïque nationale. Mais l'œuvre est loin d'être complète. Vous pouvez la terminer avec moi en décidant de voter pour moi ce soir. Donnez-moi 5 ans et nos diplômes ne seront plus des tickets pour le chômage, mais des passeports pour l'emploi. Donnez-moi 5 ans et vous pourrez voir où chaque franc de vos impôts est investi. Donnez-moi 5 ans et nous réduirons de moitié au moins la pollution plastique de nos villes. Donnez-moi 5 ans et vous verrez qu'ensemble, nous pourrons bâtir un monde, un pays qui nous ressemble et qui nous rassemble. Oui, ensemble, nous le pouvons. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ovation encore bien nourrie pour nos candidats des joutes verbales francophones. Pour l'heure, nous retournons vers les RIDEF, les rencontres internationales de débat et d'éloquence francophone, et nous allons nous tourner vers notre jury qui va enfin lever le voile sur cette première partie. Qui sont donc les candidats qui continuent l'aventure? Ce sera le moment de savoir. J'invite donc avec vos ovations le professeur Guy Missaudet. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Chers candidats, le jury a délibéré après vous avoir évalué à partir des critères par vous connus. À l'issue de la délibération, le jury s'est accordé sur les 4 meilleurs de la prestation. Alors, par ordre alphabétique, nous avons Monsieur Dabo Mayala, Mademoiselle Dabo Mayala du Sénégal. C'est par ordre alphabétique, je précise. Ensuite, toujours, nous précisons par ordre alphabétique, Monsieur Debord Dimitri du Cameroun. Félicitations à Debord Dimitri, qui continue l'aventure. La troisième candidate, c'est Mademoiselle Si Série Louisa d'Algérie. L'Algérie qui signe également sa place pour la suite. Enfin, la 4e, c'est Mademoiselle Titiak Daniel de la France. Et la France pour boucler la boucle. Félicitations pour la suite. Félicitations à vos chers candidats. Je demande encore au public de vous encourager, mais énormément pour la suite. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. On va poursuivre avec leur plaidoirie. C'est la 2e épreuve et ils auront ici, tour à tour, l'occasion de pouvoir rendre
leur argumentaire et surtout pouvoir convaincre encore le jury, et histoire d'avoir à la fin le grand gagnant de cette 4e édition des RIDEF. Toujours par ordre alphabétique, les candidats vont se suivre ici, l'un après l'autre. C'est parti pour la 2e épreuve, les plaidoiries des RIDEF. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Nous sommes les représentants des peuples du monde. Je ne l'invente pas. C'est ce qu'affirme notre pacte pour l'avenir. Alors, dans l'enceinte de ces murs et au-delà, notre devoir est clair. Faire de notre voix leur voix. Si nous ne l'utilisons pas aujourd'hui pour dire ce qui est important, alors c'est notre humanité commune que nous condamnons. Chère Assemblée, c'est avec gravité et avec conscience que je m'adresse à vous aujourd'hui. Pour le bien de notre communauté internationale, il est impératif qu'à la question « Suis-je souverain ?», que chaque État puisse répondre « oui ». Car lorsque la souveraineté des États est écorchée, ce sont les défis environnementaux qui sont relégués au second plan alors qu'ils nous guettent tous, chaque jour. Nous devons nous inquiéter de la dégradation des valeurs que nous prônons partout, dans tous les pactes, dans tous les textes. Car sous nos yeux, l'interdépendance est devenue l'anagramme de la dépendance et la coopération, celle de la hiérarchie. Et le prix de cette dégradation sera partagé par vous, par moi, par chacun d'entre nous. Notre priorité doit être la souveraineté alimentaire. Nous ne pouvons plus tolérer que des peuples meurent affamés sur des terres qui sont pourtant fertiles car elles nourrissent les marchés avant de nourrir ceux qui les cultivent. Chaque État présent ici, doit s'engager à un pacte international régulant l'accaparement des terres agricoles. Et en plus de cela, il nous faut faire de l'agriculture un métier d'avenir, sensibiliser notre jeunesse et lui donner les moyens de bâtir sur ses propres sols sa prospérité. Chère Assemblée, charité ordonnée commence par soi, et il est temps que dans les pays en voie de développement, cette phrase fasse loi. La souveraineté fiscale est tout aussi essentielle, car lorsque l'impôt se décide ailleurs, des milliards et des milliards échappent aux nations et affaiblissent leur avenir. C'est pourquoi je propose l'instauration d'une justice fiscale internationale digne de ce nom, capable d'assurer à chaque État de percevoir les richesses qui ont été créées sur son sol. Il est également important que l'on accompagne les pays dans lesquels l'informel domine, dans lesquels une multitude d'initiatives individuelles se concentrent, mais dans un même secteur, incapables de créer des entreprises. Nous devons les aider. Ces associations individuelles, nous devons les aider à se mettre en œuvre. Nous devons aider cette énergie anarchique de l'informel à se concentrer pour former une énergie prospère, partagée par tous. Mais j'aurais peut-être dû commencer par là. Parler des libertés fondamentales. Car sans liberté fondamentale, nous n'avons rien. Dans les prisons, dans les écoles et partout dans la société, nous devons faire en sorte que les droits soient respectés. Et ce n'est que forte de cette souveraineté que chaque État pourra penser aux défis globaux dont fait partie l'environnement. Chère Assemblée, nous représentons les peuples du monde. Agissons comme des représentants. Je vous remercie.
Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Maintenir le commun du genre humain. C'est l'étonnante conception de ce juriste Cicéron. Alors, dans les soubresauts de l'histoire, le commun est ce qui a été ballotté, ce qui a été chahuté, détruit, reconstruit. Que l'on songe aux tribus d'Israël et de Juda avant l'exil, à la reconstruction après la guerre de sécession américaine, ou encore aux deux Allemagnes. Mon point est le suivant. Il est sans doute, messieurs, dames, beaucoup plus facile de détruire, de bâtir et de reconstruire, plutôt que de maintenir dans le commun. Alors, le premier point de mon pacte sera le suivant. Ce sera de sceller et de graver dans le marbre l'acquis institutionnel, gravé en lettres de sang et lettres de feu, celui de la préservation de la paix, mais après s'être défaussé du veto au Conseil de sécurité. Deuxième point, qui a trait à la gouvernance. Dans cette fable de La Fontaine, les membres de l'estomac décidèrent de ne plus travailler pour l'estomac, qu'ils accusèrent de ne pas travailler et de se nourrir à leurs dépens. Ils décidèrent donc de ne plus collaborer à leur corps défendant, car la faim les tenaillant, ils se rendirent vite compte que l'estomac, en digérant, procédait à une digestion, à une redistribution des aliments aux parties du corps. La morale de ce conte est la suivante. C'est qu'il existe une interconnexité, une consubstantialité entre la croissance économique et la justice sociale. Et mesdames, messieurs, je veux être la synthèse de ces deux concepts. Ce que je vous propose, c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est d'être des musiciens du monde, de devenir de composer les octaves supérieures de ces deux notions que sont la justice sociale et la justice et la croissance économique. Pour cela et pour la justice, je veux la fortifier par une démocratie participative et pour la croissance économique, je veux l'étayer par une démocratie beaucoup plus forte, appuyée, étayée et supportée par des hauts commissariats, des rapporteurs spéciaux désignés, des aides conditionnées et des subventions en matière de douane. J'ai d'ores et déjà acquis un accord et un mémorandum avec l'Organisation mondiale du commerce. Troisième point, et non le moindre, il s'agit de lutter contre les entraves à la gouvernance. Alors, si je prends cette chose insignifiante, cette bouteille d'eau qui a le charisme d'une nature morte, si je la place à l'horizontale et que je verse de l'eau dans ce contenu, le liquide va se répandre de manière équitable. Si maintenant je verse de l'eau à l'extérieur de ce contenu, c'est un détournement. De même, si je place cette bouteille à l'horizontale, c'est-à-dire exactement horizontale à la pesanteur, je vais avoir une répartition des fluides égale à droite comme à gauche. Si maintenant je ne respecte pas le fil de plomb, alors mon liquide va se répandre à droite ou à gauche. C'est l'inégalité. Alors, mesdames, messieurs, ce n'est plus un conte en l'air que je vous narre. C'est une loi d'Arin, c'est une loi des prophètes, c'est une loi de physique qui nous narre, qui nous dit comment faire les choses. Je veux que vous convertissiez, que nous convertissions la loi de nature en une loi positive, en une égalité arithmétique. Enfin, vous l'avez vu, mon programme, c'est un cœur qui bat dans un monde de paix. Et je veux que chaque État membre devienne une capillarité sanguine, une ramification, une artère qui ira alimenter le nouveau cœur de ma gouvernance. Et laissez-moi le faire battre pour vous. Alors, je veux être surtout le gardien et le garant de ce tabernacle de paix et de ce tabernacle commun qui est les Nations Unies. Mesdames, Messieurs, l'histoire suinte des murs de ce temple. Alors, à nous de récolter l'élixir et de le jeter aux yeux des bellicistes. Les menaces grandissent tous azimuts et les États se bandent les yeux. Par sa puissance à amalgamer et à souder le commun, l'ONU et cette liturgie diplomatique se feu de barrage aux tireurs de glaive. Alors, mesdames, messieurs, que ces lauriers qui enrobent les continents balayent les scories du volcan sur lesquels danse le monde et qu'ils éliment ce bandeau de sang qui colle à sa rétine. Mesdames, messieurs, je suis blanc dans un costume blanc, mais il ne vous a pas échappé que je représente ce soir le Cameroun, et quoi qu'on en dise, mon sang est ce soir de la même veine que le vôtre. Alors oui, ensemble nous suerons sang et eau, non, le pire n'est pas toujours sûr, dès lors que nous rêverons en couleur, dès lors que nous rêverons en commun, et dès lors que nous rêverons avec le cœur, votez pour moi.
Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Si quelqu'un, au temps où le monde était plus petit et la colère plus vive, eût dit aux nations que l'on pourrait un jour substituer à la peur des armes la confiance des institutions, que l'on pourrait troquer les champs de bataille contre les places publiques, nul ne l'aurait cru. Et pourtant, ce jour, nous l'avons voulu. Nous l'avons même inscrit dans un pacte. Et aujourd'hui, je dis que si l'on veut la paix promise par le pacte pour l'avenir, si l'on veut que cette paix promise devienne plus qu'une phrase, il faut d'abord dresser les fondations d'une union renforcée entre les nations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous devons remplacer le glaive dès aujourd'hui de l'indifférence par le droit imprescriptible de la solidarité. Notre devoir, c'est d'abolir l'injustice des guerres, subies par les civils, partout, en tout lieu, en tout temps. Je ne suis pas, mesdames et messieurs, de ceux qui croient que l'on puisse, bien évidemment, abolir d'un seul geste le malheur des siècles. Mais je suis de ceux qui, comme Victor Hugo, Fatousseau ou Moïse Inanjo, affirment que l'on peut, que l'on doit, que l'on est tenu de détruire l'injustice entre les peuples envers la terre. Entendez bien, je ne dis pas l'atténuer, je ne dis pas l'amoindrir, je ne dis pas le réduire, je ne dis pas le circonscrire ni le limiter, je dis bien le détruire. Car tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas accompli. Ces guerres, elles engloutissent tous les rêves. Il y a des enfants qui marchent, pieds nus, dans des déserts où le blé ne pousse plus, qui cherchent sans vain à boire, une eau qui est confisquée, une eau qui n'arrive plus. Il y a des peuples entiers, errançant dans la double menace du climat et des guerres. Et voilà, cette voix, la voix de ces gens, de ces pauvres gens, de ces invisibles, de ces gueux, de ces peu, de ces riens. La voix de ceux qu'on ignore s'étouffe dans le vacarme des puissants. Mesdames, messieurs, ces choses-là ne doivent pas être. Ces faits, dans un monde civilisé, dans un monde engagé, impliquent la conscience de l'humanité. Et je m'en sens, moi qui vous parle, complice et solidaire. Je dis que de tels faits sont des crimes envers l'avenir. Je dis que dans un monde où l'information circule, dans un monde où nous sommes connectés en 5G, dans un monde où l'on ne peut pas dire que l'on ignore, l'histoire ne saurait tarder à nous juger nous-mêmes. Ainsi, je veux, si vous me le confiez, la charge de secrétaire général des Nations Unies. Je veux, si vous me le confiez, la mission de faire de ce serment un acte véritable. Je veux que l'ONU devienne un organe vivant du multiculturalisme véritable, un organe vivant du renforcement des Nations Unies, un organe vivant du renforcement de l'Union des nations en développement plus particulièrement. Je veux que l'ONU croie en sa promesse. Je veux que l'ONU soit l'organe qui ne parle pas de solidarité, mais qui la pratique. Je veux que ce renforcement de l'Union des nations ne soit pas simplement un vœu distrait inscrit dans un parchemin. Je veux bâtir en commun. Et pour cela, mesdames, messieurs, il faut cesser d'écrire des préambules pour commencer le véritable chapitre, le chapitre de bâtir l'avenir en commun en éradiquant d'abord les guerres. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Justice, justice, m'entends-tu? Jeunesse, jeunesse, me vois-tu? Je sens ce cœur qui bat mais qui saigne à l'écoute de cette histoire. Dans un monde lointain,
des années 90, âge d'or de King Mensa, cette femme de 23 ans obtient son concours de la magistrature à l'université de Kinshasa. Maman de 3 enfants, elle voit sa vie basculer lors de tensions politiques et elle fuit en France où elle ne deviendra qu'une femme de chambre. Elle rencontre cet homme de 10 ans, son aîné, qui a lui aussi fui le Cameroun après des soutiens politiques osés. Il était formaticien, il deviendra agent administratif. Ils finissent par vivre à 6 dans un 13 mètres carrés, ravagé par les cafards. Cette histoire, c'est celle de mes parents. Si ce cœur que j'entends se cristallise à chaque instant, il s'apaise, sachant que cette histoire est celle de beaucoup d'autres. Assoiffés et affamés d'une meilleure vie, mais réconfortés dans des bras, ceux de la jeunesse, qui sait haut et fort représenter ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents partout autour du monde. En France, j'ai grandi entre le ndolé et le saka-saka, mais aussi de ce couscous marocain et de ce tieb partagé. Avec mes amis et mes voisins, nous ne formions qu'un. Et telle une fusée bien montée, allait vers l'avant, ne quittait point nos esprits. Alors ce soir, jury, honorable assemblée, que retiendrez-vous? Moi, c'est la justice sociale, la distributive, qui donne pour donner de l'équilibre, celle qui ne laisse plus nos enfants mourir de faim ou au chômage. Moi, je retiens la cohésion de mes frères et sœurs de ce monde, avec qui nous devons renforcer nos liens. Moi, je retiens la jeunesse, fougueuse de vouloir et grandir ensemble, afin qu'écrire l'histoire ne soit plus une fresque, ni une page arrachée. Alors, levez-vous et suivez-moi en tant que secrétaire général de l'ONU. Bâtissons vers une Afrique dorée qui mérite des transports dignes et de ne plus passer par l'Europe pour aller à quelques pays de chez elle, qui ne mérite plus de voir ses frontières bâties telles des prisons, où nous devons avoir un visa pour aller chez le voisin de juste à côté. Bâtissons pour une paix durable, en instaurant de réels échanges, non pas pour les politiques, mais pour vous, ou vous, qui devez apprendre à communiquer avec vos voisins. Et enfin, une croissance économique qui passera par des investissements concrets dans la justice sociale, afin que nous puissions ne faire qu'un. Oui, je sais, ce soir, il doit sûrement y avoir des croyants, alors ne faire qu'un, c'est un de nos commandements. Voir plus loin, grandir et avancer, tel est le projet de cette ONU. Tel est le projet que je porterai. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.